Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine. James Langlois, bonjour. Bonjour Simon. Benjamin Boivin. Salut. Et Ariane Beauferret. Salut. Bon retour après quelques semaines de congé maladie. Oui, retour pour de bon, j'espère. Pour de bon, en santé, en forme. Aujourd'hui, durant la prochaine demi-heure, nous parlerons des 25 ans du site web québécois Érudit. Pourquoi la diffusion du savoir scientifique au Québec est-elle essentielle? Nous reviendrons aussi sur la formation en humour que des cadres du CHUM se sont offerts. Notre système de santé se porterait-il mieux avec le sens de l'humour? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec les résultats étonnants des plus récentes élections présidentielles en Argentine. Benjamin Boivin, le peuple argentin a élu le 19 novembre dernier un nouveau président très coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Javier Milei, qui se qualifie lui-même d'anarcho-capitaliste, a réussi à déloger avec une large avance ses rivaux des deux grands partis traditionnels. Benjamin, d'abord, qui est Javier Milei, puis qu'est-ce qui explique là, le résultat de cette élection? Peut-être étonnant de notre point de vue à nous, en tout cas au Canada. Oui, Javier Milei, c'est un économiste argentin, donc qui a enseigné l'économie pendant plusieurs années. C'est effectivement quelqu'un qui se présente comme un libertarien ou un anarcho-capitaliste, en tout cas quelqu'un qui a une vision vraiment minimale de l'État. Et puis, c'est vraiment pas une tradition politique qui est commune en Argentine. L'Argentine a deux grands partis qui se présentent d'une élection à l'autre sous différents noms dans des contextes de coalition assez complexe à plusieurs partis. Mais c'est des partis qui, de manière générale, sont plutôt au centre. L'un des deux, c'est le parti issu de la tradition péroniste du nom de Juan Perón, qui est un politicien argentin du 20e siècle qui a eu une immense influence. Et donc, jusqu'à tout récemment, c'est ce parti-là qui était au pouvoir. Et donc, lui, c'est vraiment, classiquement, le mot est devenu un peu galvaudé, mais je pense qu'on peut le dire, c'est un populiste. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a saisi une opportunité politique bon, c'est pas au sens strict une faillite, là, mais d'une situation économique tout à fait catastrophique en Argentine qui dure depuis plusieurs années et qui ne cesse de s'empirer. On parle d'une inflation, je pense, de 150 dans la dernière année. Là, nous, on vit des points d'inflation un peu plus élevés que ceux à quoi on est habitué, puis on trouve ça extrêmement difficile, puis on a raison. On a vu des Argentins jeter leurs billets de banque par la fenêtre parce que l'argent ne vaut plus rien. Oui, c'est ça. Donc, Javier Milei, c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé dans cette situation-là et qui a dit, voici une opportunité politique pour moi de faire avancer mes idées libertariennes. Et assez classiquement, pour un libertarien, il a accompagné ça agrémenté ça, disons, d'un condiment populiste significatif. Il accuse un peu tout le monde d'être corrompu ou d'être un ci ou un ça. Il y a eu, notamment à l'égard du pape François, qui est probablement l'Argentin le plus célèbre du monde, des propos très durs. Là. Il l'a comparé à Satan, pas moins que ça. Ah. Et donc, il a fait campagne électorale. Et dans un pays où la confiance avec les gouvernants est vraiment rompue de manière assez grave depuis plusieurs décennies maintenant, mais vraiment dans les dernières années, ça s'est gravement empiré. Il a réussi à gagner une majorité très importante, plus de 55% des voix dans un deuxième tour d'élection présidentielle. C'est une des plus grandes majorités de l'histoire politique de l'Argentine récemment. Mais s'il a traité le pape François de Satan, est-ce que ça veut dire que lui est croyant? Écoutez, les positions de Javier Milei sont quand même un peu difficiles à cerner. Là. Comme on a dit, il est libertarien et donc sur la plupart des enjeux, il voudrait voir l'État abolir les principales institutions. En même temps, il est pro-vie, il est contre l'euthanasie. D'ailleurs, il promet la tenue d'un référendum pour abolir une loi récente qui a libéralisé l'accès à l'avortement en Argentine. Donc, c'est une position qui est traditionnellement associée au milieu plus conservateur catholique d'Argentine et d'ailleurs. Pas très favorable au mariage gay non plus, ce que j'ai lu. Non, mais vraiment, c'est les enjeux sur lesquels il a vraiment le plus choisi de se commettre, c'est les enjeux relatifs à l'euthanasie et à l'avortement. Sa candidate à la vice-présidence, qui va maintenant devenir vice-présidente, Victoria Villarruel, elle est en fait issue du mouvement traditionnaliste au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en communion avec l'Église catholique, elle est membre de la fraternité Saint-Pie X, qui rejette essentiellement l'héritage du Concile Vatican II. Et donc, dans une espèce d'association un peu étrange entre libertarisme et traditionnalisme, on a vu l'émergence d'un mouvement politique qui est assez ouvertement hostile, disons, à l'agenda ou à la proposition du pape François. Là. Puis c'est quand même étonnant là, parce que, on n'a pas un gros échantillon de papes
issus de pays démocratiques, là, parce que l'Italie est une démocratie depuis seulement les années 40. Les papes ont été italiens pendant 500 ans avant le 20e siècle. Mais disons, depuis Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, historiquement, les papes avaient été populaires dans leur propre pays. Et donc, c'est intéressant de voir que, bon, probablement, maintenant, ce nouveau président argentin qui va être assermenté le 10 décembre, lui, il tient un discours qui est assez ouvertement hostile à celui du pape François. D'ailleurs, l'Église en Argentine était franchement du côté de l'opposition à Milei, qui est donc le parti péroniste traditionnel. Là, Malgré qu'il soit pro-vie. Oui, ben, l'Église en Argentine a évidemment, il y a plusieurs enjeux, là. Il n'y a pas uniquement la question de la vie. Le clergé argentin est évidemment contre l'avortement, mais par ailleurs, pour une diversité d'autres raisons, l'Église s'est opposée à Milei, qui finalement a réussi à gagner. Mais bon, le pape François a quand même choisi d'appeler Javier Milei. Je pense que ça s'est produit mercredi. Okay. Et donc, ils se sont parlé au téléphone. Apparemment, ça a été une conversation cordiale, là. Évidemment, dans ce genre de situation-là, les gens ne font pas exprès pour se lancer des insultes, mais le pape François a prévu un éventuel voyage en Argentine, je pense, l'année prochaine. Oui, tout à fait. On sait que le pape François est argentin, qui est pape depuis 2013. Il n'est jamais retourné en Argentine depuis. Il a été dans plusieurs pays sud-américains, mais jamais en Argentine. Il va prendre un café chez sa sœur. Oui, c'est ça. Et donc, et là, il a décidé qu'il allait finalement y aller en 2024. C'était prévu avant la tenue des élections et il était supposé y aller de toute façon, peu importe le résultat. Mais évidemment, c'est le candidat le plus hostile à son projet qui a gagné. Mais semble-t-il qu'il a Milei renouvelé l'invitation dans le contexte de cet appel téléphonique et qu'il a montré un certain respect. D'ailleurs, Milei s'est excusé dans une certaine mesure là, de certains des propos les plus durs qu'il a tenus à l'égard du pape François, et ce publiquement. Donc, on a peut-être l'impression d'assister à une espèce de recentrement là, maintenant qu'il se trouve à gouverner une société qui est malgré tout... Il a moins besoin de coups d'éclat dans les médias. Et c'est ça, il gouverne malgré tout une société qui est en grande majorité catholique, au moins culturellement. Je me demandais en t'écoutant, là, cette idée libertarienne de diminuer le plus possible l'importance de l'État, dans quelle mesure ce serait compatible avec la doctrine sociale catholique? Bien, ce l'est dans une certaine mesure, parce que la doctrine sociale de l'Église a fait la promotion d'un principe important qui s'appelle le principe de subsidiarité, suivant lequel les décisions qui concernent le bien d'une certaine communauté devraient être prises au niveau de responsabilité le plus bas où on est capable de le faire. Donc, dans une famille, ce que la famille est capable de décider doit être décidé dans la famille et non dehors, et ainsi de suite. Donc, spontanément, la doctrine sociale de l'Église favorise une certaine décentralisation, mais d'un autre côté, elle favorise également le principe de solidarité qui nécessite, disons, une action commune concernée de toutes les parties de la société. Principe de solidarité qui n'est pas reconnu d'aucune manière à l'intérieur de la doctrine libertarienne, qui vraiment très individualiste, conçoit la société, même pas comme un assemblage de familles, mais vraiment comme un alignement d'individus seuls devant l'État. Benjamin Boivin, directeur des publications au magazine Le Verbe, merci beaucoup pour cette analyse. Ça fait plaisir. James Langlois, on a appris cette semaine que le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, mieux connu sous l'acronyme CHUM, a offert une formation de l'École nationale de l'humour à ses cadres d'une valeur d'environ 60 000 $. Une dépense qui n'a pas trouvé drôle le ministre de la Santé, Christian Dubé. Toi, James, est-ce que ça t'a fait rire, cette histoire? Non, pas du tout. Je trouve que ça montre bien l'état lamentable des institutions, en quelque sorte, parce que ben ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. On sait l'excellent reportage de Thomas Gerbet qui a montré que dans les dernières années, il y a beaucoup de gestionnaires, beaucoup d'établissements, entre autres de fonctionnaires ou de ministères qui ont eu recours à des contrats de firmes externes de conseil, mais finalement qui ne font pas seulement les conseiller, mais qui en plus viennent gérer la poutine au quotidien dans les opérations comme telles. Puis je parle d'état lamentable parce que les causes de ça, en fait, sont évoquées, sont entre autres que les gestionnaires sont dépassés. Entre autres, depuis la pandémie, il manque de gens pour travailler, ça on le sait. Mais aussi que depuis la pandémie, les gestionnaires sont tenus d'avoir une certaine expertise. Il y a comme une pression à tout savoir, à tout connaître, puis à poser des actions très rapides, etc. Donc là, les gens ne savent plus trop
sont plus très compétents, ils se sentent plus très compétents. Il y a des gestionnaires qui se sentent dépassés, qui sont en épuisement. Donc là, tout est remis à des firmes externes, comme on disait. Donc, c'est très dommage en un sens. Mais est-ce que c'est pas justement quand tout va mal qu'on dit vaut mieux en rire qu'en pleurer? C'est-à-dire que j'imagine que l'objectif derrière une formation comme celle-là, c'est de trouver une meilleure manière de gouverner, d'exercer un leadership positif dans une institution. Ça peut paraître étonnant, là, une formation en humour, mais l'objectif visé est probablement noble. Voilà, c'est que justement, les raisons qui sont évoquées ici, c'est que on veut favoriser une certaine rétention d'employés en favorisant des conditions de travail ou des relations employé-employeur qui soient plus agréables. Mais il y a quelque chose d'un peu superficiel, puis je rejoins Mathieu Bellil dans sa vie, la vie ordinaire, qui relate à quel point les humoristes au Québec ont un rapport qui est très troublé avec les humoristes parce qu'ils sont partout, on les évite tout le temps comme des personnalités qui se prononcent sur tous les sujets, quasiment des personnalités d'autorité. Et là, ici, on veut même que des gestionnaires en viennent à être capables de faire des jokes. Je veux dire, moi, personnellement, je ne sais pas vous, là, mais il me semble que comme employé, moi, j'ai pas envie que mon patron me fasse des pirouettes puis me fasse des blagues quand je vais le rencontrer. Bien, surtout si ça y prend un cours pour y arriver, il risque de pas être drôle. Nous, ici, au Verbe, on a l'inverse. On a des patrons très drôles, mais des mauvais gestionnaires. Non, mais c'est ça. Non, je fais une blague, là, mais tout ça pour dire... J'espère que la directrice n'écoutera pas cet épisode. Non, je parlais d'Antoine, en fait. Ah, OK. En fait, c'est ça. Quand on s'y penche plus profondément, on se rend compte que c'est comme si les gestionnaires voulaient être à nouveau des clowns. Parce que les clowns, au fond, c'est quoi les clowns? Les clowns, aujourd'hui, on n'a plus de vrais clowns, parce qu'à l'époque, je dirais au début du 20e siècle, il y avait des vrais clowns qui représentaient à la fois le côté tragique et le côté comique de l'existence. À la fois la dimension du travail où on agit dans une finalité, dans un but précis, et la dimension plus légère de l'existence ou de jeu qui est gratuite, qui est, je dirais, dans la non-nécessité. Puis là, on a donc des gens qui représentent le côté sérieux de la vie, des gestionnaires qui représentent le travail, qui veulent investir une fonction symbolique presque amusante ou presque, c'est ça, humoristique, en voulant amener un élément de légèreté ou de plaisir. Ça montre dans quel marasme les gens qui travaillent se trouvent, parce que c'est comme si on savait plus, on se disait « Ah, ben on va retenir seulement nos employés en les faisant rire ou en... » Il me semble que tout cet argent-là aurait pu être investi dans d'autres manières. De quelle autre manière? Qu'est-ce que serait salaires, un bon cadre? Quelles seraient, disons, les compétences qu'on devrait encourager chez les cadres de notre système de santé? Bien, je pense le service. Je pense que ce qu'on retient de la prudence, en fait, puis ça, c'est pas un exemple de prudence, selon moi, mais la prudence au sens de la vertu, comme on l'entend classiquement, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions de manière juste et de manière orientée en fonction d'un but précis. Et en prenant en considération la manière dont ces décisions-là vont être perçues par ceux qui les subissent. Oui, exactement. Donc, je pense que la prudence, justement, la capacité de ne pas se mettre en avant, mais de chercher le bien de ses employés, essentiellement, c'est ça. Après ça, ben, je ne sais pas vous, est-ce que vous en voyez d'autres? Ben, je ne sais pas. Moi, je me pose la question de savoir si ça appartient en propre au chef d'être amusant. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'excellent roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, là, il y a toute l'espèce de redite de la controverse médiévale, là, à savoir si le Christ rit. Parce qu'on sait que dans l'Évangile, il n'y a pas mention explicite du fait que le Christ ait ri. On peut imaginer que le Christ, dans son humanité complète, ait été amusé à l'occasion. Mais c'était comme une question qui obsédait certains penseurs médiévaux de savoir est-ce que le Christ, la tête finalement, le Christ qui est le roi de l'univers, est-ce qu'il était amusé? Puis derrière, en tout cas, dans la Bible, on dit que Dieu rit. Mais Dieu rit des mécréants et des athées. Bon, c'est ça. Mais après ça, ce qu'on Je trouve ça drôle, James Langlois. Indépendamment de la réponse à cette question-là puis de la pertinence de cette controverse-là dans son propre contexte, c'est quand même une question, à mon avis, de savoir est-ce que c'est vraiment le propre du chef que de faire toutes sortes de galipettes pour amuser ses employés plutôt que de leur offrir, dans son service de chef, des directives qui leur permettent de mieux travailler et d'être la meilleure version d'eux-mêmes, finalement. Là. Tout à fait. Puis, d'une certaine manière aussi, qu'un employeur, un boss, un patron,
soit naturellement fasse des éléments, apporte des éléments légers ou des éléments de plaisir pour détendre l'atmosphère. C'est très bien, c'est excellent parce qu'on ne peut pas toujours être dans le côté tragique de la responsabilité puis des choix de la vie. Mais d'en faire un critère pour exercer la profession de ça va pas du tout, puis d'autant plus quand c'est comme forcé. C'est comme là, on va se... Moi, mettons, c'est pas du tout le tempérament d'Ariane, mais là, qu'Ariane essaie de manière mécanique de plugger des blagues ou dans la vie quotidienne. Surtout quand tu dois licencier un employé, par exemple. C'est même malaisant, ouais, c'est ça. Non, je trouve ça... En tout cas, mais après tout, là, James, 60 000 $, ça paraît beaucoup si on le compare à le salaire d'un employé, mais sur le budget de plusieurs milliards du système de santé, ou peut-être ici, bon, plus léger, un peu moins pour ce qui est du CHUM, ça reste pas une somme si grande, et c'est normal qu'il y ait de la formation continue. Oui, c'est normal. De fait, le problème, en soi, bon, c'est... Comme tu dis, c'est pas un grand montant, mais c'est dans le tout là, ce que Thomas Gerbet nous apprend, c'est que justement, il y a beaucoup de ces formations, de ces conseils externes qui sont embauchés. Donc, ce sont nos taxes là, qui payent toutes ces affaires-là, puis on se dit où s'en va la gouvernance de nos institutions. Ouais, puis après tout, c'est facile de pointer une dépense spécifique du gouvernement puis de dire, ah ben, d'une certaine manière, c'est beaucoup, d'une certaine manière, c'est pas beaucoup, parce qu'il y a tellement un gros budget. On avait la même question la semaine dernière autour de la game de hockey, mais finalement, l'événement, il est quand même indicatif d'une culture là, dans l'institution. Oui, puis le principe derrière, c'est-à-dire, c'est comme on a reproché à une femme qui travaille à la Ville de Montréal là, d'avoir trop dépensé en vin ou en huîtres. Là, ben là, c'est comme, est-ce que ça rapporte Peut-être que c'est plus un leadership vertueux ou éthique dont on a besoin qu'un leadership drôle. Absolument. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ariane Beauferret, le site web érudit.org, spécialisé dans la diffusion scientifique en lettres et sciences humaines québécoises, fête ses 25 ans d'existence. Malgré son quart de siècle, Ariane, cette plateforme numérique demeure très peu connue du grand public. Je dois t'avouer que j'avais jamais entendu parler de ce site-là avant de lire tes notes aujourd'hui. Pourquoi, selon toi, peux-tu nous présenter un peu c'est quoi ça, ce site érudit.org? C'est une plateforme qui a pour but de rendre le savoir donc, librement accessible, le savoir en français. Donc du savoir qui est produit au Québec, donc dans les universités, mais aussi à d'autres endroits sur la planète. Et ça a seulement 25 ans, mais il faut se remettre dans l'idée qu'il y a 25 ans, c'était très nouveau comme type de plateforme. Internet existe, mais c'est le début des grandes bases de données qui référencent les articles scientifiques. Et le fait que ça soit gratuit dès le début, c'était quelque chose de très novateur parce que ça permet de rendre le savoir, les connaissances accessibles à tout le monde. Alors qu'on est dans un contexte aujourd'hui où le savoir, il est difficile, le savoir fiable, éviter la désinformation, même quand on va sur Wikipédia, mais c'est difficile de savoir finalement, est-ce qu'on est face à des connaissances qui sont bien sourcées, qui sont bien produites de façon rigoureuse, qui sont révisées par les pairs. Et c'est ce que propose Érudit, parce que il référence... C'est 322 revues scientifiques et plus de 235 000 articles, mais qui sont triés sur le volet par toute une équipe, en fait. Mais c'est pas le côté très accessible de Wikipédia. Hein. Non, comme tu recherches, là, tu tombes sur des documents PDF. C'est plus pour des chercheurs que pour monsieur, madame, tout le monde, si je comprends bien. Habituellement, c'est plus connu du milieu académique, certainement, mais on retrouve aussi des revues qui sont un peu plus grand public, où il va y avoir des entrevues avec des personnes. C'est pas uniquement de la recherche appliquée ou de la recherche fondamentale ou des grands traités. Oui, puis c'est des étudiants aussi. Hein. C'est pas tout le monde qui finit dans la recherche de manière professionnelle. Il y a des étudiants qui y ont accès aussi. On y passe pendant le bac, pendant la maîtrise, pour ceux qui ont fait des études universitaires, mais qui n'ont pas pour vocation de devenir des intellectuels. Puis l'une des caractéristiques intéressantes, c'est que c'est justement en français, le savoir scientifique en français. Et c'est un problème quand même. Là. Bon, justement, c'est ma deuxième question. Pourquoi est-ce que c'est important qu'une plateforme comme ça existe, spécialement qu'elle soit une plateforme québécoise? On pourrait dire, bon, en français, je comprends, mais pour l'ensemble de la francophonie, mais une fois que c'est sur Internet et gratuit, est-ce que ça ne devrait pas être des plateformes, disons, universelles?
Là, l'intérêt que ce soit des connaissances en français, c'est que ça permet d'avoir des connaissances qui sont locales. Donc, si on va chercher, par exemple, je ne sais pas moi, à comprendre le décrochage scolaire, la toxicomanie, pourquoi est-ce qu'il y a des criminels multirécidivistes au Québec, ou la baisse de la pratique religieuse. La baisse de la pratique religieuse. Énormément de sujets qui sont plus du domaine des sciences sociales là, et moins universels qu'on peut retrouver dans les sciences fondamentales, plus en sciences naturelles. C'est important d'avoir cette base de données-là parce que ça nous permet d'avoir accès à des connaissances qui s'appliquent à notre réalité locale, finalement. Donc, c'est surtout en sciences humaines que l'aspect localisé devient important, si je te comprends bien. Ça dépend. C'est sûr que si on est en biologie, qu'on étudie certaines communautés, il y a des aspects locaux, effectivement, mais les concepts des sciences sociales, eux, ils vont avoir une saveur vraiment particulière en fonction de l'endroit où on se trouve sur la planète, parce que les réalités humaines sont différentes, évidemment. Ça permet d'éviter un phénomène qu'on critique souvent, c'est-à-dire l'américanisation de la pensée à l'université. Une certaine homogénéisation aussi, là, qu'on pense tous pareil. Le fait que tout soit écrit en anglais. Aujourd'hui, quand on étudie à l'université, on est incité à écrire en anglais, à publier dans des revues en anglais, des revues internationales qui sont très bien cotées. Sinon, ça paraît moins bien. Mais au final, c'est ça, il y a une pensée assez unique. Et quand on écrit aussi dans une seule langue, on a une façon de conceptualiser les choses qui correspond à cette langue-là. Donc, c'est limitant, alors qu'on a accès à des centaines de langues différentes et à des concepts qui sont différents selon les langues. Pour parler de langage d'Antoine, ça a un côté colonial. Oui, un petit peu. Ariane, tu parlais de l'importance d'avoir accès à un savoir fiable, mais est-ce que même à l'université, c'est pas rendu un problème? On parle de plus en plus, surtout en sciences humaines, de facultés qui valorisent davantage l'idéologie que la science et on accuse parfois aujourd'hui même l'université d'être partiale et très subjective dans ses recherches ou ses papiers qui rapportent des recherches. Oui, parce que si on veut avoir des subventions de recherche, on s'inscrit forcément dans un certain cadre qui n'est pas forcément explicite, même si aujourd'hui, quand on soumet un article dans quasiment tous les journaux, on doit signer une petite clause comme quoi on adhère au fait que le sexe et le genre sont deux choses différentes, qu'il faut bien définir les termes, etc. Donc il y a déjà, dès le départ, à partir du moment où on veut faire une communication scientifique, il y a des aspects idéologiques qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et au niveau de la langue aussi, de l'écriture épicène, il y a des revues, je pense par exemple au Climatoscope qui est publié par l'Université de Sherbrooke. C'est des articles très intéressants sur le réchauffement climatique, mais c'est forcément écrit dans une certaine écriture inclusive. On n'a pas le choix finalement d'être d'accord avec ça. Donc il y a tous ces enjeux-là un petit peu, mais en plus de ça, il y a tout ce fonctionnement de publication de la recherche avec des méga journaux qui utilisent des chercheurs pour réviser gratuitement des articles. On propose nos recherches à ces méga journaux et ensuite les revendre à fort prix aux universités et aux particuliers. Donc, ceux qui ont plus d'argent, si je te comprends bien, ont davantage de chances de faire passer leurs idées. Mais ça, c'est vieux comme le monde, ce principe. C'est aussi ceux qui ont plus d'argent, ceux qui font partie des meilleures universités vont avoir accès aux meilleurs au plus grand panel finalement de connaissances. Dans d'autres plus petites universités sur la planète, on n'a pas accès à tout un tas de journaux finalement. Et là, si je te suis bien, un site comme Érudit, en étant ouvert ou gratuit, vient rééquilibrer la donne, c'est-à-dire le facteur financier risque d'avoir moins d'influence dans la diffusion du savoir scientifique. Tout à fait, parce que s'il n'y a pas besoin de s'abonner, il n'y a pas besoin de payer, tout le monde y a accès. D'ailleurs, il y a plusieurs pays francophones, ils ont à peu près 5 millions de personnes uniques qui se connectent chaque année sur Érudit. Puis il y a des personnes de Côte d'Ivoire, de France, de Belgique, pas seulement du Québec, là. Et donc ça permet une diffusion des savoirs, mais en sortant de ce système de il faut que je sois absolument dans une bonne université, il faut que j'ai des moyens pour pouvoir avoir accès aux connaissances. Puis c'est très utile pour les journalistes aussi, parce que c'est pas tous les journalistes qui ont accès non plus aux connaissances de base là, sinon on fait juste se référencer les uns les autres des résumés qu'on a lus à divers endroits. Oui, c'est ça. Puis comme une photocopie, ça devient de moins en moins clair à mesure que ça passe. De moins en moins précis. Il y a des problèmes de qualité, d'interprétation. Ça m'est arrivé souvent de tomber sur des articles sur Érudit là, dans le cadre de mon travail. Ah bah. Alors, on va aller visiter ça. On va aller visiter ce site érudit.org. Ariane Beauferry, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.
C'est l'heure de nos suggestions culturelles de la semaine. Benjamin Boivin, tu es en train de lire une biographie, je crois. Oui, je suis en train de lire la biographie de Jean-Philippe Carlos, qui a écrit la biographie de François-Albert Anger, le rebelle traditionnaliste. Donc, François-Albert Anger, c'est un grand économiste québécois qui a vécu, en fait, pendant presque 100 ans à travers tout le 20e siècle. Il est né en 1909, il est mort en 2003. C'est vraiment une des figures fondatrices de la science économique au Québec et c'est également l'une des grandes figures du mouvement nationaliste québécois. Puis enfin, c'est également un des grands catholiques publics qu'on a eu au Québec, surtout pendant la deuxième moitié du 20e siècle, où finalement la foi dans l'espace public, ça devenait quelque chose d'un peu moins confortable ou d'un peu moins audible. Et donc, François-Albert Anger... Tu dis qu'il est grand sous plusieurs aspects, mais très peu connu. Oui, effectivement. Comme beaucoup de grands penseurs du 20e siècle, les Québécois ont peut-être une histoire intellectuelle un peu défaillante, là, mais c'est une des figures importantes des HEC Montréal, donc c'est quand même pas rien. Et puis, finalement, on l'a complètement oublié aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait dirigé plusieurs publications, qu'il ait pris la parole publiquement dans plusieurs émissions de télévision, de radio. Ça a été un intellectuel public pendant des décennies importantes de l'histoire du Québec où des grands enjeux importants, notamment autour de la question de la souveraineté, mais aussi à l'époque de la Révolution tranquille et même avant, durant la période de Duplessis. François-Albert Anger, ça a été un intellectuel public de toutes ces décennies-là. Et puis aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un comme cet historien, Jean-Philippe Carlos, pour nous rappeler sa héritier de Lionel Groulx? C'est quelqu'un, en fait, auquel on peut le comparer à Lionel Groulx, en fait, parce qu'il était déjà adulte à l'époque où Lionel Groulx faisait sa carrière. Est-ce que c'est un disciple de Lionel Groulx? Pas vraiment. C'est un disciple de Esdras Mainville, qui est aussi un penseur nationaliste important, puis un autre fondateur de la science économique au Québec. Là. J'ai lu qu'il faisait la promotion quand même de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment c'est l'élément structurant de sa pensée. Il y avait une vision de l'économie qui était à la fois dans le rejet d'un certain capitalisme et d'un certain socialisme. Et en cela, il était vraiment devenu un extraterrestre à la fin de sa vie. Sinon, Benjamin lirait pas ça. Là. Ça parlait pas de ça. OK, donc on va aller voir ça. C'est intéressant. François-Albert Anger, le rebelle traditionnaliste. L'auteur est Jean-Philippe Carlos aux éditions Boréal. C'est paru en 2023. Merci beaucoup, Benjamin. Et Ariane, rapidement, tu as une page Facebook qui présente des petites BD brèves catholiques. Oui, sujet plus léger que Benjamin. Ça s'appelle Tomix, T-O-M-I-C-S. Pourquoi? Parce que l'auteur s'appelle Tom Gould et il fait des comics, des petites bandes dessinées. C'est en anglais. C'est en anglais. C'est très bref. C'est très bref, c'est très facile à comprendre. Enseigner l'anglais aux enfants avec ça, peut-être. Oui, on pourrait. Puis ça reprend, en fait, ce qui reprend, c'est des passages de l'Évangile, souvent l'Évangile du dimanche qui s'en vient. Donc c'est assez amusant et c'est toujours une façon assez drôle et différente de voir les paraboles, de voir différents passages. Il va prendre aussi des vies de saints, puis prendre peut-être les passages les plus croustillants, les Fioretti de Sainte Jeanne d'Arc, de Sainte Thérèse de Lisieux et d'autres. Donc c'est drôle, c'est bien dessiné. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que sur Facebook, il met toujours un commentaire. Donc ce qu'il appelle la jokeographie, donc l'explication de la blague finalement. Et puis c'est toujours très intéressant de voir le processus de sa pensée finalement pour arriver au résultat final. C'est drôle, c'est parce qu'on dit habituellement que quand on a besoin d'expliquer une blague, ça veut dire qu'elle n'est pas drôle. Mais c'est pas qu'il explique la blague, mais c'est plus qu'il explique pourquoi il l'a fait, on va dire. C'est très méta, tout ça. Oui. Mais en tout cas, ça a piqué ma curiosité. On va aller voir ça. On mettra d'ailleurs les liens des suggestions culturelles sur nos plateformes YouTube et Facebook. Très méta sur méta. Donc, c'est Tomic, T-O-M-I-C-S sur Facebook. Merci, Ariane. Merci à tous. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire en tout temps vos commentaires, vos questions à verbomoteur@le-verbe.com. Vous pouvez aussi visiter notre site web, le-verbe.com/verbomoteur. Merci à mes 3 chroniqueurs ainsi qu'à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. Et j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, cette semaine, on se laisse sur la chanson Adore You du trio indie rock montréalais Half Moon Run, dont le vidéoclip est sorti le 23 octobre dernier. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. You're so much better at everything, and I think no one in my chest, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People will try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. When you pray your answered, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be
your grave. When you pray the answered, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your grave. I hit